Alors bonjour, cette vidéo est faite pour vous aider à réviser un petit peu les principales notions autour des deux conflits mondiaux, donc que ce soit en première S ou en première ES. Là j'ai sélectionné sciemment quelques photos simplement pour faire des rappels faciles. Alors premier rappel, qui est celui justement de l'expérience combattante, ce que vivent les soldats ici, à travers justement la peur que suscitent les attaques au gaz, et comment ils peuvent s'en prémunir en même temps que certaines de leurs conditions de vie. Alors ici, la boue qui constitue un des problèmes majeurs de la guerre des tranchées et qui contraste justement avec ce qu'on peut voir en bas, c'est-à-dire les débuts des premiers assauts lors de la guerre de mouvement, où on avait des soldats qui partaient avec un équipement encore limité à l'assaut des positions ennemies, avant justement que on soit réellement dans une configuration de guerre de tranchées. Voilà, ce sont surtout des outils pour vous permettre de réviser rapidement et on va essayer de ne pas rentrer trop dans les détails qui sont déjà dans les cours. Alors ici, je souhaitais vous présenter une frise qui traite justement de la Première Guerre mondiale et de sa chronologie particulière. Donc on a vu comment l'étincelle de Sarajevo, c'est-à-dire l'attentat qui a eu lieu à Sarajevo, a servi aux Autrichiens à déclencher la guerre contre les Serbes, et comment l'enchaînement des alliances nous a amené petit à petit à la guerre. Comment la France, la Grande-Bretagne, la Russie se sont mis à déclarer la guerre à l'Allemagne et à l'Autriche. Le début de la Première Guerre mondiale, la mobilisation, c'est début août. Et je vous ai rajouté quelques petits jalons assez rapides. Les deux principales batailles sur le territoire français, donc la Somme ici, qui fait référence en partie à des destructions. Le hameau de Le Forêt dans la Somme qui a été totalement rasé. Et cette bataille de la Somme qui a été lancée, pour que vous vous en souveniez bien, pour servir de diversion face à l'attaque allemande sur Verdun. Alors l'attaque allemande sur Verdun qui a lieu avant, de février à décembre, ici que j'entoure, et qui constitue une des principales batailles de ce conflit avec environ 1 million de morts. Donc la bataille de la Somme et la bataille de Verdun, il faut vous en souvenir, elles ont lieu durant cette année 1916 où on se rend compte que ces batailles spécifiques de guerre de tranchées n'amènent à rien à part créer des centaines de milliers de morts, voire des millions. Ensuite, on a 1917 qui est une année importante pour nous. Importante parce qu'on a l'entrée en guerre des États-Unis, même si au départ ça implique relativement peu de troupes et peu de matériel, ça fait pencher la balance, en tout cas en termes psychologiques, du côté de la France, de la Grande-Bretagne contre l'Allemagne. Ensuite, ce qui aurait pu être un coup dur justement pour les Alliés, c'est la révolution russe. Les deux révolutions russes, si vous voulez, mais surtout celle d'octobre qui met fin à la guerre parce que Lénine décide de demander la paix à l'Allemagne. Donc là, la Russie sort de l'équation, si vous voulez, de la guerre entre les diverses puissances et se retrouve de facto pris dans une guerre civile et une révolution et fait plus partie du conflit. Donc on n'a plus qu'un front à l'ouest, essentiellement, entre la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis et leurs alliés contre les Allemands et les Autrichiens. Alors, la paix entre Russes et Allemands est signée un peu plus tard, mais dès que Lénine arrive au pouvoir en octobre 1917, on a le vrai basculement de ce conflit entre la fin du conflit côté russe et l'entrée en guerre des États-Unis qui constitue un tournant majeur. Et donc ensuite on passe à la guerre de mouvement qui est le retour des opérations où les Français vont réussir à repousser petit à petit avec l'aide des Américains, des troupes coloniales et des Britanniques et leurs propres troupes coloniales vont réussir à repousser toujours plus loin les Allemands. On se retrouve avec l'armistice de 1918 qui met officiellement fin à la guerre, mais vous savez, vous, après, que ce n'est pas tout. D'accord ? On a le traité de Versailles qui va régler la question de la guerre, mais de manière assez injuste pour les Allemands, qui vont être très pénalisés. C'est pour ça que je vous ai mis ce petit texte. L'Allemagne sera châtiée, qui est un extrait d'une coupure de presse, où on rappelle que Winston Churchill, le futur Premier ministre de la Seconde Guerre mondiale, qui était alors ministre de l'Armement, a dit «
Nous sommes absolument libres de tout engagement concernant la liberté des mers. La nation allemande tout entière est collectivement coupable de cette guerre d'agression et devra tout entière en acquitter les frais. Ce qui veut dire que les Alliés ont décidé de faire payer chèrement à l'Allemagne le conflit, et ce qui vous fait une ouverture plutôt pas mauvaise vers la Seconde Guerre mondiale. Autre chronologie, celle de la Seconde Guerre mondiale, qui a un conflit assez profondément différent de la Première Guerre mondiale, dans la mesure où ça on l'a vu et on peut le répéter, l'importance des civils va être au cœur du conflit et les civils vont être des cibles, ce qu'ils n'étaient pas forcément durant la Première Guerre mondiale. Alors, là la succession des événements est assez simple pour vous à retracer et la chronologie est double. On a à la fois la guerre en Europe et la guerre du Pacifique. La guerre en Europe, elle commence par l'invasion de la Pologne. Ça, vous vous en souvenez, l'invasion de la Pologne décidée par l'Allemagne. Les Allemands n'attaquent réellement la France que le 18 mai 1940, ici. Et, pour rappel, ce 18 mai 1940 marque le début de l'offensive en France qui va durer à peine 4 semaines. En réalité, la France va capituler le 10 juin et l'Allemagne va s'implanter durablement en France avec une zone occupée très vaste et une zone dite libre qui sera le gouvernement de Vichy. Alors, on a ensuite, côté allemand, une opération très importante qui est celle de l'invasion de l'URSS. Vous vous souvenez certainement que Staline et Hitler avaient signé un pacte de non-agression. Hitler revient sur ce pacte, envahit l'URSS, et c'est là que va démarrer aussi quelque chose d'important qui est la Shoah par balle, et qui est la décision de la solution finale à la conférence de Wannsee, d'accord, où Himmler, si vous vous souvenez le discours qu'on avait étudié, Himmler décide justement en accord avec les autres dirigeants nazis, d'apporter une solution qu'ils disent finale à la présence des Juifs en Europe, c'est-à-dire leur extermination. Donc c'est un peu de cette conquête allemande des terres de l'Est que va découler la solution finale et l'extermination des Juifs. 1943 va constituer notre année de tournant, là, par contre. Le tournant de la guerre, ici, il vous est indiqué de plusieurs manières différentes. Il se situe entre fin 42 et fin 43 à peu près. Ce tournant de la guerre-ci, il est possible parce que les soviétiques, justement, vont résister à Stalingrad, comme c'est inscrit ici, vont enfermer l'armée allemande qui tentait de prendre la ville, et vont obtenir une victoire éclatante. Pendant le même temps, les Américains sur le front Pacifique, qui eux ont été attaqués en 1941, vont se retrouver à enchaîner les victoires. Midway, Guadalcanal, et donc ils vont conquérir le terrain nécessaire à se rapprocher du Japon jusqu'à la date fatidique de 1945, où ils seront assez prêts pour bombarder le Japon et pour obtenir la victoire finale. Dans notre chronologie, il est aussi important de resituer, si vous voulez, le débarquement allié en Normandie, qui est relativement important pour nous. Ici, qui correspond simplement à la photo que je vous ai mise. Car ce débarquement, il marque un déploiement de moyens considérables qui vont montrer aussi la supériorité de l'appareil militaire américain et les Américains vont s'imposer comme la grande puissance qui va libérer l'Europe de l'Ouest, tandis que l'URSS va s'imposer comme justement la puissance qui va libérer et occuper l'Europe de l'Est. Donc j'espère que tout ça est bien clair. Alors j'ai choisi plusieurs schémas pour vous permettre de réfléchir assez rapidement, pour aussi vous permettre de les reproduire éventuellement chez vous pour que ce soit bien inscrit dans vos têtes. Des schémas qui sont relativement rapides pour expliquer ce que sont les principaux, on va dire, concepts. L'expérience combattante ici, c'est ce que vivent réellement les soldats dans les tranchées. Dans une guerre totale, on est dans cette guerre que j'avais essayé de vous marteler ça avec plusieurs points bien précis. C'est une guerre totale sur le plan financier, une guerre totale sur le plan industriel, une guerre totale sur le plan démographique, oui, vu le nombre d'hommes mobilisés, mais
politique aussi, où l'ensemble de l'État, de l'appareil d'État et des partis politiques sont mobilisés pour la guerre. Et si vous vous souvenez, vous pouvez utiliser comme phrase d'accroche la phrase de Clémenceau que je vous avais mise, politique intérieure, je fais la guerre, politique extérieure, je fais la guerre. C'est assez simple à retenir. Dans une composition, vous avez cette amorce ou phrase d'accroche pour commencer votre introduction qui est plutôt intéressante pour ce type de sujet. Alors, il est assez facile pour vous maintenant de distinguer deux types d'expériences. L'expérience des soldats et l'expérience des civils. On a l'arrière, les civils, le front, les soldats, on pourrait dire l'arrière et l'avant si vous voulez par rapport au front, avec les échanges entre les deux. Donc ça c'est également intéressant parce que ça vous permet de visualiser le type de lien et d'échange qu'il peut y avoir entre l'arrière et le front. Nos soldats, ils sont aidés par leur ravitaillement et la relève d'autres troupes fraîches. Sur le front, on est obligé de faire tourner les soldats qui tiendraient jamais 2 ou 3 ans sur les mêmes tranchées. Les courriers et les journaux permettent aux soldats de tenir, même si, vous le savez, il y a une censure et une propagande qui sont assez présentes dans tout ça. Les blessés et les permissions qui auront surtout lieu en 1917 vont permettre aux soldats d'avoir un contact avec l'arrière assez important. Alors si on revient sur ces deux, on va dire ces deux champs particuliers que sont le front et l'arrière, vous voyez tout de suite qu'au front, on rappelle les tranchées. L'utilisation des nouvelles armes, mitraillettes, gaz, mines, bombes, tout ce que vous voulez. Et on a réellement une stratégie d'usure. C'est-à-dire que même dans les lettres d'Albert Mélin qu'on avait étudiées sur les lettres de Poilu, on retrouve cette idée que la guerre va être longue et que celui qui l'emportera sera celui qui aura le plus de matériel à mettre en jeu. On a également cet aspect de la mortalité de masse qui démoralise rapidement les soldats, c'est-à-dire des bataillons entiers qui sont massacrés, décimés, où il reste très très peu d'hommes pour le combat. Pendant ce temps-là, à l'arrière, on a la mise en place d'une économie de guerre, c'est-à-dire que tout est fait pour produire plus d'armes. On a le début d'un rationnement en France, même s'il n'a jamais été très important comparé à l'Allemagne, et une culture de guerre, c'est-à-dire des programmes scolaires qui sont très axés sur les thèmes guerriers, sur la revanche envers l'Allemagne, et des souffrances qui sont notamment celles qu'on peut vivre ici avec le deuil ou le retour d'un mari gravement blessé, ou d'un père ou d'un frère. Alors ça nous amène à une expérience combattante traumatique. On a vu que ça causait d'ailleurs certains traumatismes psychologiques, des traumas psychiatriques très lourds qu'on ne savait pas du tout traiter à l'époque. Et du côté de l'arrière, une mobilisation sur tous les plans. Alors rappelez ces plans-là, ça peut être utile dans votre composition aussi d'expliquer comment l'expérience combattante, c'est pas seulement celle des soldats. C'est pour ça que j'ai choisi ce schéma, c'est aussi celle de l'arrière, des familles et de tous ceux qui sont touchés par les combats, en rappelant éventuellement ce qu'on a aussi abordé rapidement, c'est-à-dire que les civils sont touchés directement par certains bombardements comme à Lens, ou par des exactions allemandes qui ont été commises essentiellement en Belgique. Alors ça nous amène à ces 3 points que sont la brutalisation des sociétés, c'est-à-dire la violence qui s'est installée dans les sociétés européennes, une paix difficile qui va se faire essentiellement contre l'Allemagne et l'Autriche, et une réaction pacifiste, notamment chez les Français et les Britanniques. Mais les Italiens et les Allemands vont avoir une réaction beaucoup plus tournée vers les anciens soldats, les anciens combattants, et le fascisme va se construire, si vous voulez, comme une volonté d'apporter l'ordre militaire dans la société. Alors ici on a affaire à un schéma extrêmement riche, qui est peut-être plus difficile d'abord par certains aspects, mais qui nous donne beaucoup en termes de réflexion. Si on réfléchit là ici seulement sur la guerre totale, on a tout un tas de choses qui nous permettent de construire un plan. Dimension matérielle combattante ou psychologique, ça vous permet de construire un plan assez simple, peut-être un peu trop simpliste d'ailleurs, parce que parfois il vaut mieux suivre les grandes idées qu'on a abordées dans le cours.
ou qu'on vient de voir justement dans le schéma précédent qui est un peu plus explicatif, mais celui-là il réunit à peu près toutes les choses dont on peut parler justement dans un sujet sur la guerre totale. Et alors là, une guerre totale au front avec l'expérience de guerre des combattants. Ici, si on s'arrête encore une fois sur le front, on a toujours cette idée de succession. La stabilisation du front entraîne la guerre des tranchées, des conditions de vie qui sont atroces. On a besoin par ailleurs d'emploi de moyens industriels pour la guerre, donc une violence extrême des combats parce que les bombardements, l'artillerie, donc ces obus et ces canons qui sont fabriqués pour pilonner les lignes adverses, ça demande une logistique industrielle considérable, on en fabrique des centaines de milliers. Et au final, on aboutit à cette idée qui est la brutalisation des combattants et les morts de masse. Vous voyez, c'est toujours un peu la même chose qu'on peut répéter. Même chose sur la dimension matérielle, on a ce qu'on a appelé rapidement la guerre d'usure, la mise en place d'une économie de guerre et la mobilisation de toutes les ressources de la société. Ça veut dire que l'ensemble de la société dans cette guerre totale va être impliqué. Et là, j'ai choisi un petit document particulier qui est justement la mobilisation d'ouvriers vietnamiens, donc on disait à l'époque anamites, dans les usines françaises. Ces ouvriers qui viennent des colonies vont être utilisés pour remplacer les hommes qui sont tombés au combat. Donc on a vraiment les empires coloniaux aussi, et ça il ne faut pas l'oublier, qui sont totalement mobilisés. Troisième dimension, la dimension psychologique, celle qui permet aux soldats et aux familles de tenir et d'accepter la guerre. On a l'union sacrée qui s'est développée entre les divers partis politiques, et on a le besoin d'obtenir, si vous voulez, le consentement à la guerre. On appelle ça de cette manière pour traduire le fait qu'on a eu besoin d'avoir l'approbation des familles pour qu'elles envoient leur père, leur mari, leurs frères mourir à la guerre. Donc il a fallu des éléments psychologiques forts, de la propagande, mais aussi un patriotisme de tous les jours, rappeler que la mère patrie doit être défendue. Et au final, on aboutit justement à cette nécessité de propagande et de contrôle sur l'opinion. Sans propagande et contrôle de l'information, il était plus difficile de maintenir justement ce consentement à la guerre. Et à chaque fois, vous avez une petite chose qui va résumer ce qui se passe justement à la fin de la guerre. Ici, les traumatismes et la brutalisation des combattants du côté de la dimension combattante, et du côté de la dimension psychologique, la réunion de la nation dans le deuil. Alors ce qu'on a pu exprimer avec l'ossuaire de Douaumont qu'on avait utilisé, les monuments aux morts, et tout un tas justement de commémorations qui vont avoir lieu très rapidement après la guerre. Alors pour vous aider dans cette dimension combattante aussi, j'avais choisi de reparler de Jean Giono ici qui est à droite. Jean Giono, dont on avait abordé un texte rapidement, est un écrivain qui est devenu célèbre dans les années 20-30, qui a encore extrêmement travaillé, notamment pour son expérience de guerre. Là, il est ami avec un soldat russe, il a été aussi sur le front de l'Est. Jean Giono est un de ceux qui a le mieux témoigné en tant qu'écrivain, comme Malraux ou quelques autres, Paul Valéry, de ce que l'expérience combattant fait aux hommes. Alors, si on bouge un peu tout ça, je voulais vous présenter justement un texte de Giono qui peut aussi servir d'amorce ou qui peut être utilisé dans une composition. Je ne peux pas oublier la guerre. Je le voudrais, je passe des fois 2 jours ou 3 sans y penser. Et brusquement, je la revois, je la sens, je l'entends, je la subis encore, et j'ai peur. Alors ce type de témoignage qui était relativement moderne et exceptionnel au sortir de la Première Guerre mondiale va se multiplier et va devenir un peu l'expérience aussi de tous les traumatismes de guerre qu'on trouvera notamment plus tard dans la Seconde Guerre mondiale et la guerre du Vietnam. Enfin, pour terminer, je souhaitais surtout revenir sur les 2 grands concepts qui structurent, on va dire, les cours sur l'expérience combattante et les guerres mondiales, que sont la guerre totale et la guerre d'anéantissement. La Première Guerre mondiale est une guerre totale, mais on peut moins parler de guerre d'anéantissement, car
la volonté de détruire totalement l'ennemi, de massacrer les populations civiles ou de commettre des génocides n'était pas du tout présente dans la Première Guerre mondiale. En la Seconde Guerre mondiale, ce sont ces deux phénomènes ensemble. Une guerre totale et une guerre d'anéantissement. Donc ici, une guerre totale, on a exactement des choses qu'on peut retrouver dans la Première Guerre mondiale. L'extension géographique des terrains d'affrontement, alors là, elle est beaucoup plus mondialisée encore que la première, cette Seconde Guerre mondiale. On a des combats en Amérique du Nord, je vous avais rappelé, des combats sur le front de l'Ouest, des combats sur le front russe, des combats dans le Caucase, mais on a aussi des combats en Chine, autour du Japon, en Philippines, à proximité de l'Australie, et on a l'ensemble des colonies qui sont bien plus mobilisées encore que pendant la Première Guerre, parce que parfois elles vont devoir prendre parti. Alors quand je vous dis prendre parti, c'est dans le cas où les colonies françaises vont devoir choisir entre la résistance et le régime de Vichy. Ensuite, on a toujours une guerre plus technique et plus industrielle, toujours plus, avec l'utilisation des bombardiers. Là, l'aviation joue un rôle primordial dans la Seconde Guerre mondiale. Et l'utilisation de nouvelles armes. Alors ça peut être les missiles allemands V1, V2, comme la bombe atomique. Et on a là toujours l'importance de l'industrie de l'armement et l'économie de guerre. Les Américains qui étaient en crise vont relancer totalement leur économie. C'est un point important, parce que les États-Unis vont sortir de ce conflit en grand vainqueur avec une puissance économique assez impressionnante. Donc, sur le plan des affrontements idéologiques, ça c'est une nouveauté aussi, parce que l'Allemagne aspirait à une domination lors de la Première Guerre mondiale, mais c'était une domination qui était beaucoup moins fondée sur une idéologie totalitaire que la Seconde Guerre mondiale. Là, on a les démocraties contre les puissances de l'Axe, mais on pourrait rappeler, on a deux totalitarismes aussi qui s'affrontent. Le totalitarisme nazi qui exclut la possibilité de vivre à côté des communistes, et les communistes qui excluent totalement qu'on puisse supporter, en tout cas après 1941, un régime fasciste à leur porte. Alors là, on a la première dimension de guerre totale. Ensuite, on peut traiter justement cet aspect de guerre d'anéantissement qui m'intéressait particulièrement. La Seconde Guerre mondiale, en quoi c'est une guerre d'anéantissement? Parce que les civils sont massacrés. Alors là, vous pouvez rappeler en France, au Radour-sur-Glane, le massacre du village, mais vous rappelez forcément la Shoah par balle. La politique nazie qui a visé à affamer les populations en Biélorussie et dans certaines régions d'Ukraine, où là on veut que les gens meurent de faim. La politique raciste nazie qui vise à exterminer justement, alors directement les juifs et les tziganes, et indirectement les soviétiques, l'homme bolchevique qui est on va dire qui est pensé comme étant l'ennemi du régime nazi. Et cette idée de guerre à outrance, au final, qui est que c'était un conflit qui n'avait plus de limite à la fin. Les Américains ont largué les bombes sur Hiroshima et Nagasaki. Dans l'esprit de la Seconde Guerre mondiale, tout devenait possible parce qu'il fallait mettre fin à la guerre à tout prix. On arrive à 50 ou 60 millions de morts, les bilans dépendent, comme je vous l'ai dit, surtout de si on considère certaines famines en Chine ou certains combats particuliers au terrain asiatique comme étant plus ou moins difficiles à évaluer en termes de morts, mais on a ces dimensions de guerre d'anéantissement. Massacrer les civils, on a des politiques très dures aussi, là ça n'apparaît pas dans le schéma, du côté soviétique envers les nazis. Les généraux soviétiques vont faire passer comme consigne parmi leurs troupes que les femmes allemandes doivent être violées, ce qui va aboutir forcément à des viols, à des répressions très fortes, mais aussi à des meurtres, à toutes les violences qu'on peut imaginer. Donc voilà, c'est un bilan assez rapide, mais qui nous permet de repositionner tout un tas d'idées et de préparer le devoir à venir.